Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Dans une Gotham City, apeurée, qui en a ras-le-bol, la mafia a un nouveau chef. Oh, regardez là-bas, c'est le pingouin. Nout nout. Ah, bah écoutez, ça fait toujours plaisir de rire de ses propres conneries, n'est-ce pas? Bonjour, bienvenue, bonsoir, je ne sais pas. Nous sommes dans Smooth Outcast, votre podcast le plus tendre, le plus câlin et le plus comics de votre paysage podcastique. C'est le 237e épisode, hein, on va décidément un jour on prendra des vacances, mais pas tout de suite. Et bien évidemment, qui dit Comics Outcast dit chroniqueur et chroniqueuse en folie, avec... Et bah voilà, donc nous avons quelqu'un qui a dû s'absenter pour une raison urgente, donc ce soir, petite équipe. Je n'ai que 2 chroniqueurs avec moi, mais vous allez voir, comme d'habitude, la crème de la crème. Bonsoir Lulu. Bonsoir. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien. Je suis presque en vacances. Ah, ça c'est les nouvelles qu'on aime. Je vais te poser une petite question, puisque donc cet épisode est tourné avant Noël, mais sera diffusé après. Qu'est-ce que tu aurais aimé trouver comme comics sous le sapin? Alors, je suis tombée dans le trou de lapin de Wicked, la comédie musicale, suite à donc... voilà, j'ai vu le film au cinéma. Et donc, bah, j'aimerais beaucoup voir un comics Wicked. Voilà, donc pas The Wicked and the Divine, qui existe déjà. Super comics. Dans lequel il n'y a pas de... Voilà, qui est un très bon comics, mais pas assez de Glinda et de Elphaba. Ah, bah en plus, c'est Tcherno qui est un peu spécialiste sur la question. C'est vrai. Le Magicien d'Oz, c'est en fait une tripotée de bouquins qui sont jamais sortis chez nous. Oui. Mais visiblement, l'univers est incroyablement large c'est hyper, et nourri. Ouais. Bon, à suivre. Voilà, Marvel, DC, Boom, tout ça. Si vous nous écoutez, Comics Week. Super, et bien à côté de Lulu, ou plutôt de l'autre côté de la table, parce que vraiment c'est Versailles ce soir. On a énormément de place. On a plein de plats, bah oui, vu qu'il y a personne. Mais la dernière fois que j'étais là, c'était pour les 10 ans. Ah ouais, là, on était nombreux là. Ouais, on s'est bien serré autour de la table pour tous tenir. XT, bonsoir. Coucou. Comment ça va? Un peu malade, j'ai un masque, Oui. un très bon micro. Moi, on ça est se loin voit pour pas, pas on que est je à la vous radio. contamine. Et toi, mon cher XT, quel est le comics que tu aurais aimé trouver sous ton sapin? Le comics que j'aurais aimé sous mon sapin, c'est plutôt trouver le vortex de temps qui me permettrait de vider la palle. C'est ça le comics que j'aurais voulu trouver. Ah ouais, non, mais ça, c'est comme le Jedi qui peut accomplir tous les vœux sauf 3, tu vois. Ouais, Genre pas tomber amoureux, pas faire... non, la palle, tu peux pas. Je triche, ouais. Tu peux pas. Voilà. Ou sinon, un bon comics Godzilla et je serais heureux. Mais ça n'existe pas, c'est un rêve, c'est un doux rêve. Bah écoute, peut-être qu'à force d'essayer, ils vont y arriver. Hein. Il y a Kaiju Max qui est sorti. Hein. Ouais. Kaiju Max existe. Tu l'as chroniqué ou pas déjà? Non, ça avait été chroniqué par Ben, je crois, il y a très longtemps. Ah ouais, je crois. c'est vieux. Ouais. Ok. Bon, je suis toujours au courant, comme d'habitude. Voilà. Bref, merci beaucoup d'être là tous les deux. Nous allons pouvoir engager notre émission en commençant, bien évidemment, comme d'habitude, par les reviews. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le principe de l'émission, qu'est-ce que sont les reviews? Le principe, c'est 3 fascicules, les 3 premiers d'une série plus ou moins longue qui viennent de sortir. Et nous, on dégraisse le mammouth pour vous. On lit un peu de tout et si c'est pas bien, on vous le dit. Enfin, si c'est pas bien, on n'a pas... c'est pas notre avis qui fait foi, mais... Si. Mais bon, quand il y a 3 vénères autour de la table, généralement, c'est pas un bon signe pour le titre en question. Voilà. On va quand même faire 3 reviews malgré l'absence d'un de nos petits chroniqueuses chéris. Bisous, Tcherno. Ouais, bisous, pense à toi. Je vais donc passer la parole à Lulu pour le premier titre dont elle va nous parler, qui s'appelle The Moon is Following Us. Ah ok, d'accord. Alors, ah mince, il fallait pas que je spoil. Ah si, non, j'étais partie sur l'autre, mais... ok. Ouais, donc The Moon is Following Us, donc c'est le nouveau titre de Daniel Warren Johnson, qui nous avait offert des titres tels que Do a Powerbomb, son Wonder Woman Dead Earth, et son plus connu qui est en train de sortir complètement de la tête. Oui, avec le catch. Oui, le catch, absolument. Oui, je vois très bien de quel tu parles, mais le catch. Voilà. Le catch. Non, pas le catch, la musique. Ah, Murder Falcon. Voilà, Murder Falcon. Voilà, très bien, merci.
Donc, qui est au dessin et à l'écriture et qui est accompagné ici, c'est un peu une sorte de duo. Il y a deux têtes. Il y a donc un autre artiste qui s'appelle Riley Rossmo qui a contribué au design des personnages et aussi un peu à la narration. Et on retrouve Mike Spicer à la couleur, qui est un grand compagnon de Daniel Warren Johnson depuis déjà pas mal de titres. Donc c'est chez Image et pour l'instant il y a 4 issues qui sont sortis sur 10. De quoi nous parle donc cette lune qui nous suit? Donc c'est Sam et Duncan qui ont une petite fille et elle est retenue prisonnière dans un monde fantastique peuplé de créatures assez folles, comme sorties tout droit de l'imaginaire. Sam et Duncan ne font pas partie de ce monde mais sont prêts à se battre assez littéralement pour ramener leur fille dans leur monde d'origine. Dans leur quête, somme toute finalement assez classique, ils ont quelques personnages qui vont les aider, notamment un énorme crapaud borgne avec comme un cache-œil de pirate et un vieil homme qui voyage grâce à des hiboux et des chouettes. Trop bien. Ouais, ça je crois que c'est mon image préférée. Et du coup, il disait coucou, hibou, coucou. Vous savez, comme la maison dans Up, qui est portée par des ballons, et ben là c'est la même chose, mais c'est des chouettes et des hiboux à la place des ballons. Ouais. Pardon, c'était même pas voulu. Mais c'est une super idée. Les méchants sont très méchants dans cet univers et ils forment une horde absolument cauchemardesque qui se lance aux trousses de Sam et Duncan, qui donc font la bagarre en armure avec des armes diverses. Et voilà. Et un petit twist à la fin de l'issue 1 que je pense que je peux vous révéler, qui est que la fille de Sam et Duncan a beau être prisonnière dans ce monde fantastique, son corps inconscient est lui bien au chaud dans son lit à la maison. Donc il y a un petit peu de mystère et on veut comprendre ce qu'il s'est passé, mais je trouve que finalement, et là je passe à mon avis sur les 3 premiers titres, le cœur du récit, comme beaucoup d'autres titres de Daniel Warren Johnson, c'est plutôt les relations entre les personnages et l'amour parent-enfant. Donc des thèmes assez proches qu'on avait notamment dans Murder Falcon. Et ici, ce qui est assez... Donc bien sûr, il y a ce qui est représenté, c'est l'amour parental pour leur fille, mais c'est aussi la façon dont l'adversité vient un petit peu tendre les relations au sein du couple, et c'est là que le comics est hyper intéressant, plus que vraiment l'aspect fantastique, la quête, etc. La forme, tu veux dire? Ouais. L'enrobage. Voilà, moi je suis moins sensible en fait tout ce qui est du world building, le bestiaire fantastique, toutes les créatures, tout ça. Bon, j'aime bien, c'est bien fait. Enfin, il y a des très belles planches. Voilà, mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est un peu la patte de Daniel Warren Johnson sur l'affect, quoi, et sur les rapports entre les gens. Donc ça se lit très très bien. Si vous n'accrochez pas tout à fait à l'issue 1, restez branchés quand même, parce que moi l'issue 1 j'étais pas tout à fait convaincue, et en fait dans les deux suivantes ça prend vraiment on apprend à connaître les personnages et je trouve que c'est de mieux en mieux. Donc pour moi on est un peu sur du Toy Story rencontre Starship Troopers. 2 salles, 2 ambiances. Ouais, et je me souviens déjà plus si tu l'as dit. On sait combien de... 10. Ok, ouais, donc ça laisse encore un peu de temps. Et ça avance assez vite. Donc je pense qu'en 10 issues, ça peut être résolu, mais sans que ce soit rushé à la fin. Pas de raison que ça dure plus longtemps non plus. Non, vu au rythme auquel ça avance. Voilà. Ok. Qu'en as-tu pensé, XT? Comme tu disais, sur le numéro 1, je me suis dit, oh là là là, j'ai pas envie de lire ça.
Au début, j'ai fait vraiment, c'est chiant. Enfin, vraiment, le numéro 1 est vraiment très chiant, je trouvais. Ah ouais, ok. Moi, je serais pas allé jusque-là, mais bon. Je trouvais ça, c'était un peu genre bagarre générique que t'as déjà lu 150 fois. De toute façon, on se tape sur la gueule. Et il y a de la bagarre sans trop de contexte. Tu vois en effet des méchants très méchants, des gentils très gentils. Du coup, tu sais pas trop où ça allait. Tu dis, oh, il se fait un trip. Parce que pourquoi pas. Et là, bon. Et en fait, le gros twist à la fin du 1, tu fais, ah ok, donc c'est là où il veut nous emmener. Ok, d'accord. Enfin, il fait une espèce de cut à la fin du 1. Tu fais, ah oui, donc c'est pas du tout drôle en fait l'histoire qu'on me raconte là. Enfin, c'est pas du tout drôle du tout. Et du coup, j'étais bien plus happé par la chose, mais du coup, par contre, je suis quand même embêté par cette forme que je trouve encore trop simpliste, trop gadget peut-être trop un gadget. peu. Ouais, enfin, ça aurait pu être fait autrement. Enfin, garder la même profondeur sur comment il développe ses problématiques familiales, comment il développe les relations entre les personnages, qui sont vraiment très touchantes, quoi. On parle de parents qui essaient de sauver leur enfant, quoi. Et il y a plein de choses à faire là-dessus. Mais cette espèce d'enrobage, bagarre, en fait, on dirait une verrue sur laquelle fallait mettre une verrue fantastique sur laquelle on voulait nous raconter une vraie histoire. J'ai un peu cette sensation-là. Et du coup, ça me paraît, c'est un peu frustrant. Et pour autant, je veux dire, il arrive à mélanger les deux. Enfin, il arrive un petit peu. Là, à la fin du 3, c'est le moment où tu vois, il arrive un peu à connecter les deux. Donc, je serais curieux de voir comment ça va se dérouler ensuite. Parce qu'au début, les deux sont vraiment un peu déconnectés l'un de l'autre. Enfin, c'est connecté, mais pas de la même manière. Et là, dans la fin du 3, on a vraiment une avancée qui fait que tu te dis, ah oui, ok, bon, tu peux peut-être me donner un peu plus loin que ça. Mais le contexte de départ est un peu compliqué, un peu trop simple, quoi. Enfin, un peu trop. Ouais, ça sent le dispositif en fait au début. Je trouve. C'est genre, ça. Chef, j'ai une idée, et au début, ça semble un peu artificiel et ça prend un peu corps et cœur au fur et à mesure, quoi. Et donc, du coup, la suite m'a un peu plus convaincu et la suite m'a donné un peu plus envie de lire la suite. Et puis après, ça reste Daniel Warren Johnson, donc on va dire qu'il a fait maintes fois ses preuves pour nous montrer des choses au moins intéressantes. Si c'est pas super, au moins un minimum intéressant. Donc, il y a ça. L'autre point où j'étais un peu pareil, un peu mitigé, c'était c'était sur les dessins. Tu sens que son pote c'est une espèce de wannabe lui, enfin genre comme si lui il avait pas eu le temps de dessiner. C'est le même, il y a un côté dessin proche, mais sans la même dynamisme, sans la même personnalité que ce que Daniel Warren Johnson arrive à apporter lui-même sur son. Alors je sais pas comment ils sont répartis le. Bah, c'est vrai qu'il y a quelques pages où c'est Daniel Warren Johnson qui dessine, d'autres c'est lui. Enfin, t'as vu une différence comme ça, toi? Ah oui, tu la vois, ouais. Tu la vois. Ouais. Bon, bah. Mais tu vois, si tu regardes le trait est vraiment plus gras. Ouais. Et mais sur les autres, du coup, c'est un peu, une espèce un peu curieux, je trouve. J'arrive pas trop à comprendre comment ils sont séparés la tâche. C'est même pas monde réel ou monde artificiel où ils auraient pu se partager. Du coup, bah voilà. Bon, sur cette partie-là, je suis un peu dubitatif sur le pourquoi du comment ils sont répartis ça. Mais au global, c'était plutôt un moment sympa. Au final, passer le numéro 1, c'était intéressant au moins, quoi. Bon, passer le numéro 1. D'accord. Bah, cela dit, il y a des grandes œuvres qui ont des débuts un peu laborieux pour instaurer, entre guillemets, l'univers. Le Seigneur des Anneaux. Bah, si, non, mais c'est pas. Voilà. C'est comme les liaisons dangereuses, pardon. C'est vrai. 100 premières pages, elles sont hyper longues. Ah ouais. Parce qu'ils expliquent tout, qui est qui, quoi, que, comment. Ouais. Et par contre, quel développement. Et à partir de la 101e page, le ride never ends. C'est vrai. C'est un comics, les liaisons dangereuses, qui passerait pas le test Adrien Larosé, quoi. Clairement pas. Très spécifique. Il faudrait que ça existe un comics, les liaisons dangereuses. Je sais pas si je veux voir ça. Mais... Ouais. Moi, je suis sûre, c'est un peu comme la règle 34. Je suis sûre que ça existe déjà dans les caisses tout au fond des meubles chez Aboum Papoum. Franchement, si on tombe dessus un jour, faut le faire. Ouais, faut les bulles. Bref, donc là, The Moon is Following Us, c'est donc petite... bon, pas trop motivé au départ, mais vous avez l'air d'être plutôt... Ouais, non, c'est convaincant. Peut-être même lire la suite. En fin de compte, ouais. Ok, c'est un petit diesel. Ouais, c'est pareil, j'aimerais bien lire la suite. Ouais. Ok. C'est vrai que c'est un peu un diesel, ouais. Vous nous raconterez alors quand ça sera sorti, on fera un petit focus dessus. Peut-être. Deuxième review de ce podcast, je vais donc passer la parole à XT qui va parler d'une de mes licences préférées. C'est vrai? Oui. Ah, je savais pas. Eh bien, en effet, je vais vous parler de Powerpuff Girls, ou autrement appelé en France les Super Nanas. Bulle, belle et rebelle.
Ah, c'est ça les noms en français? Oui. Ah, tu connaissais pas? Non. Mais Belle et Rebelle. Rebelle, c'est la petite verte. Ouais. Belle, c'est la rouquine, évidemment. Et Rebelle, c'est la petite course. blonde. Donc c'est Non, c'est le contraire, pardon. Rebelle, Rebelle, c'est la c'est verte. la verte Ouais. et Bulle, c'est la bleue. Pardon. Bref, j'ai fini. Oh, bah, t'aurais pu, t'inquiète. Tu connais certainement mieux la licence que moi parce que j'avais oublié le nom en français avant de commencer avant de relire le comics. Du coup, pourquoi j'ai choisi ça? Bah, parce que pourquoi pas? Je sais pas. J'ai vu ça avant, j'étais passé au comic shop et je fais. Je sais pas, j'ai envie de lire ça. J'ai envie de lire un peu un truc qui me change un peu les idées, un truc qui fasse pop dans ma tête, quoi. Qui respire un peu, un peu autre chose. Qui respire pas la dépression. Qui respire un peu la joie de vivre et le plaisir de lecture simple. Et c'est un peu ce que j'ai eu. Ça va pas péter plus haut que son cul. Hein. Enfin, clairement, on va pas. On n'a pas de grands enjeux. Et alors, du coup, sinon, pour refaire le CV de ce qui se passe dessus, on a quand même Kelly Thompson qui avait écrit Jeff, qu'on avait bien enterré la dernière fois, quand même. Quand on l'avait vu. Et mis en image, bah, en fait, je peux réciter tous les noms. Le problème, c'est que y a sur tous les beaucoup de numéros, monde. c'est des noms différents. Ah. Donc c'est un peu pas simple. Bon, après, le problème, c'est que le dessin reste assez relativement générique et très cadré. Donc Ouais, on voit pas trop la voilà. différence. On sent que c'est codifié, quoi. Ouais. Tu peux pas le dessiner autrement. Donc bon. J'avais quand même noté Carl Loro, la Franceschina, Puglia, et puis voilà. C'est édité chez Dynamite et sponsorisé certainement par Cartoon Network, évidemment, qui Il y a produit des la chances. série animée. Qui est la série animée, donc ce qu'on regardait tout à l'heure, datée de 98, donc quand même un certain âge. Oui. Et donc voilà. Et du coup, de quoi ça nous parle donc ce truc-là? C'est un comics façon Freaks of the Week. C'est-à-dire que chaque numéro, c'est un méchant différent, avec une histoire différente, et donc qui peut avoir son lot de rigolo ou pas à chaque numéro. Elles sont toutes relativement simples, dans le sens où elles sont destinées à un large public, genre vraiment de enfants, enfin de 7 à 77 ans, quoi. Et c'est ça, pour le coup, c'est ça qui est assez chouette. Le premier numéro, c'est les Super Nanas qui se retrouvent à l'école. On leur voit se proposer une machine très intelligente, elle est littéralement nommée comme ça, la machine très intelligente, qui leur propose de définir leur destin en fonction de ce qu'elles vont écrire comme façon de l'être au Père Noël. Et puis elles font, de toute façon, on s'en fiche, on est des super-héros, nous c'est bon, on sait très bien quel est notre destin. Et sauf que quand la machine leur ressort leur destin, elles sont renvoyées vers leur point faible et leurs rêves, c'est-à-dire que c'est Belle, donc Belle, elle se voit détective privé. Bulle se voit, Blossom se voit une vie parmi les animaux lapins parce que c'est une fan de lapins. Et Rebelle, ou pareil, maintenant j'ai oublié le nom en anglais. Buttercup, je crois. Buttercup, ouais, ça. Ouais. Qui se retrouve en catcheuse pour taper sur tout le monde parce que son truc à elle, c'est de faire la bagarre. Bah oui, évidemment. Mais en fait, tout ça, c'était un plan du vilain pour les distraire dans leur vie imaginaire et pour conquérir la ville à côté, évidemment. Et c'est à peu La près ville qui s'appelle Townsville. le temps de Oui. la ville. Ville. Donc oui, c'est à peu près ça l'histoire du numéro 1. C'est aussi bête que ça, entre guillemets bête, dans le sens où c'est plutôt bien écrit, c'est plutôt dynamique. Et on va pas chercher plus loin, c'est assez drôle en fait. Il y a un côté pétillant, enfin là, je sais pas si c'est le vrai, mais Tout à fait, ouais. il y a un côté vraiment pétillant dans la lecture où c'est agréable à lire. On sait qu'on va pas aller très très loin dans la réflexion pure et dure, mais c'est agréable à lire, c'est pas trop long, pas trop court. Ça distrait, c'est un petit bonbon, quoi. Et pour la demi-histoire, on a Mojo Jojo, l'emblématique méchant de la saga, qui arrive à infiltrer les rêves des Super Nanas façon Inception et qui est arrivé à les avoir endormis. Spoiler, ça tourne mal pour lui. Il se retourne dans leur tête et ça passe pas du tout comme il l'espérait. Et le numéro 3 qui m'a plié en deux, c'est avec un vilain où les Super Nanas lui cassent la gueule et à la fin ils font « Ah, c'est bon, c'est le 432e vilain qu'on a cassé la gueule, trop bien ». Sauf que ce dernier, en fait, le super vilain, lui, il veut avoir un vrai nom, il veut pas de 432e vilain sur la note, quoi. Donc il va tout faire pour avoir un vrai nom à lui, quoi. Pour que, même s'il se fait casser la gueule, au moins ça parle pas à 432e vilain, mais le nom du vilain, quoi. Donc du coup, c'était un peu rigolo, chouette, sympa. Le dessin, il n'y a pas grand-chose à en dire, parce qu'en effet, c'est très codifié, ce qu'on disait, quoi, au départ. Est-ce que je le recommanderais à tout le monde? Non, clairement pas, parce que c'est pas quelque chose... Enfin, c'est divertissant. Je conseille à tous les gens qui veulent se faire une petite lecture sympa, chouette.
Maintenant, c'est pas quelque chose que vous avez, c'est pas un indispensable dans votre bibliothèque, clairement pas. La question qui tue. Est-ce que c'est potentiellement adapté à des enfants ? Tout à fait, ouais, clairement. Tu verrais quelle tranche d'âge à peu près ? 7-8 ans, ouais, enfin vraiment, dès que D'accord. tu sais lire, je pense que c'est jouable en fait. Ok. Ça, c'est bien aussi pour initier les plus jeunes avant de passer aux super-héros. Enfin, c'est des super-héros, mais vous voyez ce que je veux dire. Bref. Lulu, qu'en as-tu pensé ? Bah écoute, quelque chose d'assez proche de ce que XT vient de dire. C'est fun, c'est extrêmement coloré. Oui, c'est vrai. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que donc c'est assez simple. Voilà, c'est toujours le même schéma. Tu sais que je sais pas, c'est pas très long. Hein. Non. Donc voilà, donc c'est hyper formaté. Tu sais qu'à la fin, elles vont gagner et qu'elles sauvent la mise et que puis ça se finit toujours un peu sur la même image, genre ouais, on a sauvé, we saved the day, voilà. Et mais en fait, finalement, la variante, c'est le freak of the week, comme tu disais, et qui change à chaque fois. Et c'est là où je trouve que Kelly Thompson se fait un peu plaisir sur l'écriture, parce que elle, finalement, les Powerpuff Girls, elles s'expriment toujours de la même façon. Enfin, c'est très c'est assez simpliste. Mais les vilains, ils ont un discours un peu plus élaboré, puisque eux, ils doivent expliquer à chaque fois pourquoi ils sont méchants, quoi. Ouais, c'est vrai. Et j'ai trouvé que là, il y avait des choses un peu recherchées dans l'écriture, que ça pouvait être assez référencé. Dans la première issue, là, donc c'est les Super Nana 2024 pour le comics. En fait, il y a des références genre à Walt Whitman, qui est un poète du 19e. Il y a une référence à Apocalypse Now, où le méchant dit Oh, the smell of chaos in the morning. Et donc, plus tard, il y a une référence à Walt Whitman. Donc, bon, clairement, des gamins de 7 ou 8 ans ne vont pas capter les références. Mais en fait, tu sens quand même que l'autrice, elle fait pas ça par-dessus la jambe, et il y a un peu de travail d'écriture, quoi. Donc, c'est un produit marketing. Oui, oui, c'est promotionnel, en fait. Oui, c'est Cartoon Network qui investit d'autres médias pour être présence dans les étals des boutiques de comics, ou voire même peut-être que ça se vend, je sais pas, certainement dans des points presse ou des choses comme ça. Mais c'est pas fait par-dessus la jambe, quoi. C'est pas mal. Il y a quand même un effort. Petite note, Kelly Thompson n'écrit que les 3 premiers. Les 4 et 5 sont pas écrits par... D'accord. Bon, peut-être que ça va changer, du coup. Je sais pas qui pareil. est... Je sais pas trop non plus, mais pour l'instant, c'est elle qui était aux manettes que sur les 3 premiers. Bon, suspense alors. Bon, en tout cas, les Super Nanas, c'est super gagnant et potentiellement à offrir aux plus jeunes. Ouais. Et sinon, petit bonbon pour prendre sa petite dose de fun. Ouais. Super. Lulu, je vais te laisser la parole et tu vas nous parler de la 3e review qui était censée faire notre absente Sniff. Il s'agit donc de Minor Arcana. Oui, donc un nouveau titre, un autre, de Jeff Lemire. Oh. Encore lui. Étonnant. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de lui. Cette fois-ci, donc chez Boom Studios. Ça a commencé cette année. Et donc, c'est une nouvelle série ongoing qui, a priori, est prévue pour être répartie sur 4 livres, 4 TPB. Alors, de quoi nous parle Jeff Lemire ici ? Il n'y a pas de gros suspense. Ça va parler de mauvais rapports intrafamiliaux. Ça va parler de gens qui sont pas hyper bien dans leur peau. You don't say. Ça va parler un peu du rapport entre monde réel, psyché, imaginaire, etc. Passer d'un monde à l'autre. Voilà, donc des ingrédients qu'on connaît déjà. Ici, donc, plus précisément, donc c'est un personnage féminin qui s'appelle Teresa, qui rentre chez elle dans une petite bourgade nord-américaine un peu indéterminée. Elle a la trentaine bien tassée. Et elle est un peu en colère contre la terre entière. Visiblement, elle a l'air assez malheureuse. Mais elle est surtout en colère contre sa mère, qui est d'ailleurs la raison pour laquelle Teresa est rentrée au pays, puisque, donc, comme souvent chez Lemire, la maladie
vient perturber les équilibres ou les déséquilibres familiaux. Donc sa mère, la mère de Teresa, a un cancer et donc elle rentre, elle quitte la ville où elle habitait, mais où apparemment il n'y avait pas grand-chose qui la retenait, pour donc venir s'occuper de sa mère qui ne s'occupe elle-même pas bien d'elle-même, puisque donc elle fume, elle boit, et voilà. Et donc sa mère tient une boutique de... comment on appelle ça ? Elle fait Le voyant. Oui, elle est voyante, voilà. Donc elle a une petite boutique, comme il y en a beaucoup aux États-Unis, où donc les voyantes reçoivent. Et donc, voilà, Teresa ne porte pas sa mère dans son cœur, et encore moins son activité de voyante qu'elle perçoit, elle, comme l'arnaque du siècle. Je sais pas si, enfin, ça en révèle pas beaucoup, mais donc dès la première issue, elle se retrouve dans une position où elle accueille une cliente et où un talent va être révélé, et en fait on se rend compte qu'elle va avoir des réels pouvoirs médiumniques, voilà, donc ils sont bien sûr un peu inexpliqués au début. Donc moi ce que j'ai noté, c'est que on retrouve vraiment des clichés de l'émir, des choses on se dit encore quoi, il a encore des trucs à dire sur... C'est vrai, peut-être le mot c'est cliché, c'est un peu... Alors, ouais. Vas-y, je te laisse finir, mais oui. Donc les rapports familiaux compliqués, c'est du déjà vu et revu et re-revu depuis Essex County jusqu'à des choses beaucoup plus récentes. Mais je trouve que ce qui est quand même bluffant, c'est qu'il arrive à toujours un peu se réinventer du point de vue visuel, même peu importe ce qu'on pense de son style, mais il y a quand même une recherche dans la composition des planches, etc. Et en fait, voilà, il y a beau y avoir toujours la même recette, en fait, ça marche. Parce que mais c'est fou, hein, il est très fort quand même. Et il y a vraiment une inventivité visuelle qui est hyper intéressante, où je trouve que peut-être qu'il se repose un peu sur ses lauriers, il reprend un peu les mêmes arcs narratifs, mais ça prend des formes quand même qui sont toujours nouvelles. Là, dans l'issue 1, il y a une planche qui est assez fabuleuse. Je ne sais pas si elle t'est restée en tête, XT. Mais donc, on passe d'une planche où donc on a des cartes de tarot pour lire l'avenir des gens. Et la planche suivante, c'est un portrait donc, de Teresa, qui est donc un gaufrier, où son visage prend toute la planche. Et en fait, les différentes cases ont le format des cartes de tarot. Et donc, il y a cette représentation visuelle du fait que, en fait, en découvrant ce talent de voyance, tout prend sa place. Donc, on passe à une sorte de chaos, de colère, de choses où elle ne sait pas qui elle est, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire, à elle découvre son talent de voyance et tout est organisé avec ce gaufrier. Et c'est hyper... ça paraît simple comme idée, mais je sais pas, c'est hyper... voilà, je trouve que il est assez bluffant. Il conserve son talent de savoir comment raconter une histoire. Enfin, pour le coup, et savoir comment la mettre en scène. Ouais. De réalisateur, quoi. Il y a de ça, ouais. Vraiment, dans la compo, il est très, très fort. Et donc, moi, j'ai vraiment été happée par le comics. Il y en a que 4 qui sont sortis, il me semble, pour l'instant, 4 issues. Ouais, c'est 4. Voilà, moi, j'ai lu les 4 issues. Et je vais continuer à lire. Voilà, narration très, très efficace. Adjugé vendu pour Lulu. XT, qu'en as-tu pensé ? Moi, je suis plus de la position d'une l'émir exploitation, l'émir cliché, caricature de lui-même. Enfin, sur ses dernières œuvres, en tout cas. Donc, à chaque fois que j'en ai lu, à chaque fois, c'était déception sur déception, malgré le peu de renouvellement qu'il arrivait à avoir dedans, qu'il arrivait à injecter. J'étais toujours un peu... tu me racontes toujours la même chose, d'une manière un peu différente, mais c'est toujours toi... c'est toujours le même masque, enfin, toujours la même chose. Et c'est un peu la personne qui a des problèmes à régler, mais qui, en général, les personnes qui ont des problèmes à régler, ils les exorcisent une fois ou 2 fois par écrit ou par d'autres médiums. Et lui, on sent, malgré ça, il les a jamais complètement exorcisés, malgré ses nombreuses tentatives. Enfin, il y a un peu ce sentiment-là.
depuis Sex Conti, hein, quand même, ce qui fait quand même 15 ans, 13 ans, je sais plus, quelque chose comme ça. Et pourtant, là, j'ai un sentiment un petit peu différent sur celui-là, plus positif que d'habitude, parce que clairement, les derniers m'avaient vraiment laissé sur le côté et fatigué, vraiment de mon côté. Et là, en fait, il reprend un peu sur ce qu'était Sex Conti, je trouve clairement, avec un dessin en effet beaucoup plus propre que ce qu'il était, avec un talent de réalisation global, de mise en page, beaucoup plus propre et beaucoup plus affirmé que ce qu'il avait auparavant, un peu moins brut, mais beaucoup plus réfléchi. Je perçois un peu plus la poésie de ses débuts dedans que ce qu'il a eu ces 7 dernières années à sortir la même bouillie. Enfin, désolé c'est pas être vilain sur le mot, mais la même chose quoi. La bouillie, pas ni bouillie négative parce que c'était jamais fondamentalement nul, mais c'était plus la même chose. Un peu générique quoi. Générique, voilà. C'était vraiment une caricature de lui-même. Là, au début, je me suis dit, quand j'ai commencé, je me suis dit encore une caricature de lui-même, encore une fois. Et je trouvais que ça, en fait, on sent il essaye d'atteindre l'émotion comme il savait le faire auparavant. Avant, il savait toucher droit au cœur très vite, de bonne manière. Et tu sens qu'il essaye de retrouver cette vista que je trouve à mon goût qu'il a un peu perdu. Et je sens qu'il s'y rapproche. Il en est plus très loin à revenir dans celui-là, mais c'est toujours pas assez pour moi. Il manque un peu ce côté vérité. Enfin, c'est un peu peut-être pas le bon mot, mais ce côté sincérité plutôt qui manque un tout petit peu pour que ça me touche vraiment. Du coup, je suis un peu partagé dans le sens j'ai envie de lire la suite pour me dire est-ce qu'il va y arriver, parce que j'ai un espèce d'espoir qu'il va y arriver cette fois-ci, parce qu'il y a un petit truc, je sens qu'il y a un petit truc où je me dis tiens, déjà il n'y a pas une histoire de papa pour une fois. C'est une histoire de maman. C'est une histoire de maman. Ça change quand même. Hein. Et voilà, son personnage me rappelle beaucoup ce qu'il avait fait sur Royal City. Ouais. Sur son côté un peu contre le monde, moi contre le monde. Comme tu disais, il s'est beaucoup soigné sur sa mise en page, qui est plutôt pas trop mal. La relation avec son ex, je trouve assez intéressante. Même si c'est un peu classique, mais il arrive à en sortir un peu quelque chose. En fait, c'est dans plein de petites choses où je me dis tiens, ça c'est l'émir d'avant, c'est l'émir qui me touchait. Et il y a plein d'autres choses, je fais c'est bon, tu me saoules avec ça. L'histoire par exemple avec son ex qui se retrouve marié avec quelqu'un d'autre et qui a de la rancœur, ce qui aurait voulu plus. Je trouve ça très fort. Il y a quelques passages où ça se passe, je me dis ouais, c'est chouette ça. Ça, je retrouve ce à quoi t'arrives à me toucher. Et pour d'autres un peu moins. Donc du coup j'attends de voir quoi. J'attends de voir. Je pourrais être plus réceptif à la suite. Voilà. Tu vas lire donc les issues suivants. Possiblement. Je lui laisserai cette chance pour une fois à aller plus loin, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Mais c'est vrai que moi j'avais fait un peu une pause, c'est-à-dire que j'ai pas trop lu là, les dernières choses qu'il a sorties parce que j'avais un peu la priorité, sans trop regarder, sans trop chercher. J'avais l'impression qu'effectivement c'était toujours un peu la même chose. Et là, du fait qu'il fallait qu'on présente ce soir, j'y suis revenue. Mais ça joue peut-être aussi un peu, je suis peut-être un peu plus fraîche sur... Ça doit certainement jouer, clairement. Il y a moins de fatigue. Ouais, c'est ça. Ouais. En vrai, ça doit certainement jouer. Parce qu'il en sort quoi tous les ans, tous les 6 mois, un nouveau titre de ce genre-là. Bon. Donc Minor Arcana. Oui. Minor Arcana. C'est donc un probablement oui. Ouais. Voilà. Doit faire ses preuves. Faire ses preuves. Ouais. Écoute, je vous laisserai faire parce que de toute façon j'ai pas commencé à lire. Très bien. Les reviews c'est terminé. On va pouvoir passer à la suite de l'émission. Avant d'entamer la deuxième partie de l'émission qui est donc le focus, petite page de réclame puisque c'est l'occasion de vous inviter à rejoindre nos réseaux sociaux pour suivre toute l'actualité bien évidemment de notre podcast. Donc vous pouvez nous trouver sur Blue Sky, vous avez le Bouya Comic Club sur Facebook, et oui on est encore sur Facebook, vous imaginez. Nous sommes également sur Instagram bien évidemment. Et nous ne pouvons que très chaudement vous inciter à rejoindre le Discord du Vaisseau Hypersensas, où vous vous retrouverez donc non seulement avec d'autres fans de Comics Outcast, mais aussi des auditeurs, auditrices des autres podcasts du Vaisseau Hypersensas, notre label,
bien évidemment. Donc voilà, le Discord c'est très sympa. En plus il y a des petites activités marrantes, genre ils ont fait un Secret Santa il y a pas longtemps et tout. Il y a un book club aussi. Oui, c'est Oui. vrai, il y a le book Comics club. podcast, ouais. Une fois par mois, c'est ça? Ouais. Tout à fait. Ça aussi, c'est stylé. Mm. Bref, n'hésitez pas. Et j'en profite au passage pour évidemment remercier le Studio 17 qui, comme d'habitude, nous accueille chaleureusement. Ils nous ont même ramené un petit chauffage s'ils sont pas mignons pour que nous puissions enregistrer tous les podcasts du vaisseau Hypersensas qui ont besoin d'un studio. Et ça, on ne les remerciera jamais assez. Le focus, qu'est-ce que c'est? Le focus, c'est... eh bien, on fait un focus, c'est bien, ça vous fait une belle jambe, sur une œuvre terminée. Et potentiellement terminée en tout cas. Potentiellement terminé parce que Ça va être le cas Oui. de ce soir, j'imagine, vu votre action. c'est pas terminé du tout, mais vu la fréquence de sortie, on va considérer que oui, Écoute, au pire, on fera un focus sur la suite. ça marche. Dans Vendu. 12 ans. Donc c'est Lulu qui va vous présenter l'œuvre avec un grand O que nous avons décidé de vous présenter ce soir. Voilà, donc c'est Moi, ce que j'aime, c'est les monstres, ou en anglais, My favorite thing is monsters. Donc ce comics que vous avez dû voir dans les librairies déjà depuis bien 5 ans, avec ce visage dessiné au stylo bille dans des tons bleus, visage de femme qui regarde donc vers vous. Donc d'une autrice dont le nom paraît maintenant complètement installé dans le monde de la BD internationale, Émile Ferris, mais qui en fait il y a 5, 6, 7 ans quand son premier volume est sorti en France, est sorti aux États-Unis, 2017 aux États-Unis, était complètement inconnue, elle n'avait jamais rien publié. Donc en France, pour faire un peu l'affiche Fnac, c'est paru chez Monsieur Toussaint Louverture, dans un format et c'est vraiment le même format que l'édition américaine, avec une couverture souple. Donc c'est des gros livres, 2 volumes, et c'est traduit par Jean-Charles Khalifa. La version originale est sortie chez Fantagraphics. Donc on a donc 2 volumes sortis à 7 ans d'intervalle, puisque le deuxième est sorti cette année, pour une histoire qui n'est pas complète. Non. Il y a des choses qui ne trouvent pas réponse à la fin du second volume. Après, Il n'est pas question de 3e. J'ai entendu parler d'une préquelle. Ça ne répondra pas à toutes les questions, mais voilà. Alors, je vais commencer par une citation de l'autrice, si vous voulez bien. « C'est le stylo bille qui m'a choisi, comme un monstre le ferait dans une allée sombre. Je me souviens très bien de ce jour, et ma main crispée aussi, avec les 16 heures de dessin quotidienne durant les 6 années qui ont suivi. Et je voulais que ce soit un carnet. Je me foutais des standards de la bande dessinée, pas parce que je ne les aime pas, au contraire, je les adore, mais cette histoire n'aurait jamais voulu rentrer dans les cases. » Voilà. C'est joliment dit. Ouais. Voici comment donc Émile Ferris présente les choix formels et stylistiques qu'elle a fait pour donc Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Et quand on ouvre le livre, on voit effectivement en réserve les lignes sur les pages détachables d'un carnet à spirale, avec même donc les perforations de part et d'autre de la spirale. Donc tout est fait au stylo à billes, et c'est assez fou de prendre conscience de ça. Une grande partie des planches donc sont monochromes, et sur certaines pages, parfois par petites touches. Alors ça peut être la flamme d'une allumette ou une rose dans les cheveux ou une goutte de sang. On aura donc un peu de couleur qui va rentrer. Parfois c'est une explosion de couleurs, donc des couleurs offertes par les stylos billes, donc beaucoup de rouge, beaucoup de vert, donc ce que vous pouvez retrouver dans vos trousses. En ce qui concerne le style, c'est très varié également. On va du photoréalisme avec des images, donc souvent des portraits qui semblent prêts vraiment à sortir de la page. Parfois, on a un trait très simple, à la limite du bonhomme bâton.
en passant par des couvertures de comics pulp, d'horreur, fantastique, de science-fiction, et aussi des reproductions de tableaux de maîtres. Donc voilà, on a une très très grande variété dans les styles. Toujours avec donc ce médium assez fou donc du stylo bille. Et cette grande versatilité dans l'image correspond aussi à la profusion du récit. Ça sous-tend le récit, qui fait se croiser plein de choses. La Shoah, le Chicago de 1968, les rêves, la réalité, les visions, les arts visuels, donc avec la peinture, le cinéma, la fiction, l'autobiographie, puisque c'est en grande partie inspiré de la vie de l'autrice. Voilà, niveau du ton aussi, c'est assez varié, ça peut être assez comique, donc beaucoup d'humour noir et très très tragique, parce qu'il y a il est question de tragédie familiale et nationale aussi. On a par exemple en arrière-plan l'assassinat de Martin Luther King, donc, puisqu'on est en 1968. Voilà, donc une œuvre extrêmement riche du point de vue visuel et aussi du contenu, donc fond et forme s'accompagnent. Les deux visages que vous avez en couverture des deux volumes, donc le premier que je décrivais, donc d'une femme, et le second, donc qui est le visage du personnage principal, qui se représente comme un petit loup-garou, donc avec des petites dents qui dépassent, sont donc les personnages principaux des deux récits qui sont enchâssés l'un dans l'autre dans Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Donc la femme, c'est Anka Silverberg, qui est une rescapée de la Shoah, immigrée allemande, et qui est voisine de l'autre personnage principal, Karen Reyes, une jeune personne de 10 ans qui est tellement fascinée par les monstres qu'elle rêve d'en être un vrai et se perçoit donc comme un petit loup-garou. L'action se noue assez rapidement quand Anka, donc cette femme rescapée de la Shoah, que Karen aime et admire beaucoup, est retrouvée morte dans des circonstances mystérieuses. Et donc Karen, le petit loup-garou, revêt un long manteau de détective et se coiffe d'un couvre-chef et se met à poser des questions autour d'elle, aux habitants de son immeuble, à d'autres figures du quartier interlope de Chicago où elle habite, et à compenser par son frère, qui fait partie un peu de ce milieu entre banditisme et puis gars sympa. Voilà, c'est une espèce de sentiment ambivalent pour ce personnage. Oui, il est très bien écrit d'ailleurs. Ouais, il est hyper bien écrit, le personnage. Je sais pas si c'est quelqu'un de la vie de l'autrice, mais il est très très bien écrit. Il a un côté très vrai, enfin très. Ouais, ça fait. Il y a un effet de réel qui est assez fort sur ce personnage. Donc on a toute une galerie de personnages qui évoluent dans les pages et qui parcourent les rues de Chicago avec Karen. On a un marionnettiste ventriloque, on a un joueur de jazz, on a un caïd brutal avec sa femme stripteaseuse, et puis donc la mère de Karen et son frère, donc qui joue un rôle très très important aussi, donc qui est un peu un aspirant caïd, enfin c'est plutôt un homme de main d'un truand du quartier, mais qui est en fait aussi très sensible à l'art et qui l'emmène visiter le musée d'art de Chicago le plus souvent possible, qui est lui-même dessinateur. Enfin voilà, c'est des personnages qui sont hyper complexes, qui comment dire, quel est le verbe que je cherche, qui défie, qui détourne, qui évite les clichés, contourne, non, qui esquive, oui, bon, bref, qui ne tombe pas dans les clichés, qui ne correspondent pas vraiment à des archétypes, sur lesquels on pourrait se replier. Donc c'est assez fou à lire. Donc Karen va vivre plein d'aventures à la fois, donc
dans sa découverte, puisqu'elle mène un peu l'enquête, et puis aussi d'aventures intérieures. Il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre des rêves, voire même des hallucinations quelquefois. Elle va découvrir un tunnel interdit sous son immeuble, un secret de famille qui va peut-être remettre en question l'amour qu'elle porte à son frère. Mais surtout, donc, ce qui est un peu au cœur du récit, c'est une longue interview d'Anka, la survivante de la Shoah qui a été donc assassinée. Une interview enregistrée sur une série de cassettes avant sa mort. Et donc, où elle raconte à quelqu'un qui l'interviewe, et donc on ne sait pas qui c'est, sa vie misérable en Allemagne, son enfance très très malheureuse, puisqu'elle est livrée à la prostitution par sa propre mère. Voilà, donc on a tout son récit à la première personne, le récit de sa survie finalement, puisque donc elle a aussi échappé au camp de la mort. Et donc c'est un récit qui est enchâssé dans le récit principal, qui est fait par Karen. Donc c'est-à-dire que moi, ce que j'aime chez Les Monstres, c'est comme un récit dessiné à la première personne, puisque c'est Karen qui raconte son histoire, mais qui est aussi l'illustratrice. C'est elle qui fait dans le dispositif de la narration, c'est elle qui dessine. Et il y a des moments un peu méta où il y a des personnages qui lui disent « Ah, si tu me dessines, surtout tu me fais pas moche ». Enfin voilà, c'est assez intéressant comme dispositif. Donc moi, ce que je retiendrais, ce que je trouve vraiment très... Alors, je pense qu'on a compris que j'avais beaucoup aimé. Après, je ne serais pas la soir. Non, mais quelquefois, tu commences à lire un truc, tu dis « Ah tiens, je parlais bien de ça en focus, on n'a pas encore parlé », puis en fait, c'est une purge totale et ça peut arriver. Oui, c'est arrivé, c'est vrai. C'est arrivé. Yes, c'est arrivé. PTSD Redson. Donc moi, ce que j'ai particulièrement aimé, donc outre la grande générosité du récit, des dessins, et l'histoire folle de l'autrice aussi, dont on pourra peut-être parler après, c'est le grand écart que font les livres entre la capacité des personnages, notamment Karen et Anka, à trouver de la beauté dans le monde qui les entoure, dans les plantes qui poussent et qui fleurissent, dans les tableaux, dans des petits détails du quotidien. Et dans des sujets extrêmement divers, ouais, c'est ça. Des choses, entre l'art, le plaisir comme tu dis, de faire grandir quelque chose, la vie quotidienne des voisins, ouais. Le café, aller au diner, le diner, ouais, les rapports familiaux aussi qui sont complexes, mais il y a énormément d'amour quand même. Donc d'un côté ça, et de l'autre la violence absolument abjecte du monde dans lequel elles vivent, violences sexistes qui sont beaucoup explorées par l'autrice. Donc ça revient très souvent, donc vraiment elle représente le monde comme un monde où le corps des femmes, leur vie ne leur appartient pas, où la prédation sexuelle rôde en permanence. Il y a énormément c'est très présent. Où le choix de la sexualité n'est pas un choix. Où le choix de la sexualité n'est pas un choix, effectivement. Ouais. Un monde où il y a des violences intrafamiliales parfois vraiment tragiques, de la truanderie, des meurtres, des assassinats, des violences d'État, etc. Donc vraiment, ce grand écart, je le trouve assez intéressant. Et le résultat, c'est un livre qui finalement pourrait être assez plombant, mais finalement, je trouve qu'il est dominé par cet émerveillement pour la vie, pour la force vitale. Parce qu'il est raconté via des yeux d'enfant aussi. Voilà. Et le point de vue de ce personnage de Karen Reyes est assez fou aussi. Cet équilibre qui est trouvé entre putain c'est horrible et puis en fait putain c'est beau aussi quoi. Enfin, et elle est quand même souvent elle retrouve l'émerveillement, y compris à la fin du second volume qui pourtant est assez, ça semble pas tourner super bien pour elle et son frère, mais elle garde en fait un espèce d'optimisme. De naïveté aussi, peut-être aussi un peu, ouais. Parce que moi, je vois vraiment ça, regarde un peu enfantin. Mais naïf. Le personnage n'est pas naïf parce qu'elle est quand même, c'est une gamine de 10 ans, mais elle a quand même pas un point de vue d'un enfant de 10 ans, quoi. Enfin, on a une espèce de va-et-vient, de mix de point de vue d'adulte. Voilà. Donc, je trouve que c'est un livre qui est
prodigieux, vraiment. Enfin, j'utilise pas le terme de façon galvaudée. Extrêmement riche. Et voilà, je le recommande très chaudement. Ça a l'air. Je gagne un peu de temps le temps que C'est bon, XT c'est bon. se moucher. J'ai pu me moucher comme il faut. Alors, qu'en as-tu pensé, toi, XT? Un peu comme Lulu. Pareil, moi, c'est un livre que j'avais beaucoup aimé, ma première lecture à la sortie du premier bouquin. Là, du coup, j'ai le deuxième que j'ai pas tout à fait terminé. Je suis plutôt sur la fin. Et pareil, en fait, l'émerveillement du personnage principal arrive à nous être transmis à nous, lecteurs, malgré ces sujets hyper durs, quoi. Là, quand on nous parle de la Shoah... Ouais, c'est dur, ouais. Ah ouais, c'est dur, hein, quand on te parle d'une maman qui abandonne son enfant pour aller à la douche, les fameuses douches, et que elle sait très bien ce que ça veut dire pour lui, qui se retrouve à pas avoir le choix. Ah, ce moment-là, il est horrible. Il est horrible, ça met larmes aux yeux, un truc pareil. Et ça racontait de manière très presque documentaire sur cette partie-là. Ouais. Et tandis que t'as les autres, en effet, moment d'émerveillement, tu la suis avec cette espèce de regard gay. Enfin, quand tu la vois en détective, quand elle est dessinée en détective, tu la suis et t'as un peu le côté genre... pas Piff Hercule, mais genre, enfin, pas Sherlock Holmes, mais Sherlock Holmes enfant, quoi. Enfin, Sherlock Holmes façon la série de Miyazaki avec le loup, quoi. Un petit côté sympatoche, machin, on va suivre ce qui va se passer. Et puis après, l'histoire, en effet, qu'elle découvre sont rarement très très glorieuses. Et c'est vrai que là, on se comparait sur son frère, même si c'est vrai pour beaucoup de personnages, mais la richesse des personnages. En fait, rarement t'auras vu quelque chose dans ce que t'auras pu lire en BD, en tout cas. Des personnages, même ailleurs, hein, d'ailleurs, des personnages aussi riches, qui ont des vies aussi, entre guillemets, grosses guillemets, simples, mais qui sont avec autant d'angles. C'est pas le casse-cou de l'histoire, c'est pas des stéréotypes d'histoire qui servent de MacGuffin, ou ils ont pas de rôle MacGuffinesque, en fait. Parce que fondamentalement, l'histoire ne va nulle part, enfin, entre guillemets, nulle part, dans le sens qu'il n'y a pas de vrai fil rouge, enfin, il y en a un, mais... Si, quand même, c'est de savoir comment Anka est morte, mais... Bon. Mais au final, on a tellement de divagations autour de ça que c'est ce qu'on lit pas l'histoire pour ça. Hein. Enfin, c'est plein de petites histoires qui nous sont racontées, plein de thèmes qui sont abordés les uns après les autres à travers cette enquête-là. Mais le fil rouge, fondamentalement, je vais pas dire on s'en tape, mais enfin, c'est clairement pas le cœur du récit, quoi. Enfin, pas dans la manière dont c'est raconté, en tout cas. On a fait un peu cette espèce d'instantané d'une Amérique de cette époque-là aussi, qui est... alors c'est marrant parce que t'as l'impression presque que ça a été écrit à cette époque-là d'une personne qui l'a vécu, alors que je crois pas qu'elle l'ait vécu, mais le Ferris pour autant. Si. Ouais, alors je sais pas quel âge elle avait. Je sais pas. Ouais, mais je crois elle est plus jeune que ça, je crois, non? Ouais, mais pas de beaucoup. Attends. Et c'était c'est cette famille qui est touchante, quoi. Enfin, clairement, t'as l'impression que c'est pour être l'histoire de n'importe qui, façon de parler, mais en fait, c'est un autre truc qui est touchant, c'est t'as 10 ans. Quand t'as 10 ans, tu vois ta vie complètement autrement via des côtés fantastiques. Tu te dis moi quand j'avais 10 ans, je faisais des kamehameha dans mon jardin, quoi. T'as un peu ce côté-là, en fait, dans son regard sur elle-même, d'enfant de 10 ans qui se met à enquêter, qui va mettre le chapeau d'enquêteur, voilà ça. Qui se confronte avec cette réalité, qui devient adulte, en fait, forcé de devenir adulte face aux événements qui l'entourent, face à leur mère qui c'est compliqué, on va dire, hein. Et puis son frère aussi, pour qui qui fait ce qu'il peut. En fait, on sent le frère qui essaie de faire ce qu'il peut, mais qui a plein de problèmes à lui aussi, quoi. Donc ouais, vraiment une œuvre touchante mais par contre plombante un petit peu quand même. Moi je trouve un petit peu plombante quand même, dans le sens où ce que j'ai lu c'était lourd, quoi. Enfin, c'était j'arrive pas à lire tout le bouquin d'une traite, quoi. À un moment faut que je me pose, je peux pas tout lire maintenant parce que j'en ai trop pris plein la tronche, quoi. Enfin, je trouve ça c'est lourd, mais pas lourd négativement, mais lourd de chargé, quoi. Ouais. Donc ouais, un gros plaisir, un énorme coup de cœur aussi. Après, il avait été récompensé au Festival d'Angoulême. Ouais, eu le Fauve d'Or en 2019. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, ça sera pas non plus nulle part non plus. De mon point de vue, c'est complètement justifié. Et ouais, le deuxième tome est sorti en novembre, mi-novembre.
Donc si vous avez encore jamais lu ça, C'est l'occasion. c'est l'occasion. Vous lirez, je pense que vous n'aurez jamais lu quelque chose de semblable ou fait de cette manière-là. Et en fait aussi, le dessin peut peut-être vous rebuter au départ, mais d'une richesse. On sent qu'elle s'est jouée avec ce qu'elle a envie de raconter. Et quand elle a envie de dessiner quelque chose avec plein de couleurs, de riche en couleurs, de machin, genre un poster de pin-up, elle va le dessiner, les gens vont dire ok, mais c'est incroyablement bien dessiné. Et puis Tintin va faire pas moins d'efforts, mais en tout cas va brouillonner des pages qui ont nécessité d'être brouillons par rapport au récit. Enfin, il y a un vrai travail de mise en case, de comment c'est dessiné. Elle va vraiment jouer sur le dessin en lui-même, en plus de comment elle le réalise, la mise en page. Là-dedans, et c'est pour ça que c'est d'une richesse folle. C'est hyper lié à l'émotion du personnage à ce moment-là. Enfin, c'est c'est assez fou, quoi. Et ce qui est dingue, c'est que donc, je disais, elle sortait de nulle part, c'est parce qu'en fait, c'est son premier titre publié. Elle n'a jamais publié rien d'autre avant. Et que donc, je sais plus, je crois que c'est à ses 40 ans, elle a une origin story de super-héros. Elle a été piquée par un moustique qui l'a paralysée. Elle lui a transmis un virus qui l'a paralysée. Oh la vache. Donc elle était illustratrice déjà, mais donc elle pouvait plus travailler. Elle a été notamment paralysée de la main droite, la main avec laquelle elle travaillait. Aïe. Et bref, elle a combattu la maladie et sa fille, dont elle s'occupait seule, lui a scotché un stylo-bille dans la main et lui a dit, en gros, maman, ce que tu aimes faire, c'est dessiner, donc tu vas dessiner, quoi. Quitte à juste utiliser un stylo-bille, mais voilà. Et donc, elle s'est mise à re-illustrer, comme ça, un peu, contre vents et marées. Et donc, elle a fini par se mettre à l'écriture de ce livre. Donc, elle a produit 700 pages. Et après, elle a essayé de trouver un éditeur qui a bien voulu donc le publier, divisé en deux volumes. Mais c'est un travail de fou, quoi. Ah, j'avoue, c'est l'œuvre d'une vie. Hein. Pour le coup, puis je crois, aujourd'hui, elle n'est pas en chaise roulante quand même en même temps. Alors, elle marche, mais difficilement. Ouais, c'est ça. Hein. Clairement, elle n'a pas la vie simple. Hein. Non. Elle a craché deux gros bouquins, parce que c'est pas des petits bouquins, c'est 2 bouquins de 500 pages. 500 pages de BD, tu les fais pas en 5 minutes. Elle dessine et elle écrit, elle fait tout, quoi. Ouais. Et elle colore aussi. Donc ouais, c'est... Non, c'est monumental comme travail. Et... qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc c'est quand même beaucoup basé sur sa vie en plus. Donc visuellement, elle n'a pas eu une enfance facile. Et elle est née en 62. Donc en 68, elle était petite encore, mais voilà. Donc elle vient du quartier Southside de Chicago, qui est, surtout dans les années 60, était vraiment un quartier très très défavorisé. Voilà, donc elle a eu l'Eisner... Non, si, elle a dû y avoir un Eisner Award aussi. Elle a eu l'Eisner, pour le premier, aussi. Et maintenant, elle est présentée un peu comme Enfin, son livre, c'est devenu un peu un classique instantané, quoi. Enfin, à juste titre. Et à juste titre. Et beaucoup de gens la comparent, alors notamment par rapport à son travail sur la Shoah, mais donc à Art Spiegelman. D'autres comparent son travail aussi à Robert Crumb. Et je l'aurais bien comparé à un autre qu'on a fait un focus ensemble la dernière fois, mais je trouve ça beaucoup plus... Daniel Clowes. Oui, mais je la trouve en plus réussi. Ouais, moi je trouve que c'est vachement plus réussi aussi. Ouais. En fait, Daniel Clowes, il est tellement... comment dire, c'est indé comme Daniel Clowes, voilà. mais il y a la richesse. Mais c'est pas généreux en plus. Il est tellement pessimiste sur l'être humain, Daniel Clowes, que c'est dur à lire, je trouve. Ouais. Alors que là... C'est quand même assez... Il y a beaucoup de cœur, quoi. Il y a une envie de vivre, une envie d'accepter l'autre. Il y a une force vitale qui est... Enfin, tu sens un amour pour les gens, quand même s'il y a beaucoup de gens qui sont horribles dans ce qui est représenté. Mais voilà. Donc, vraiment, moi, pendant des années, je l'ai vu dans les étals, des comic book shops, ce livre, en me disant... tout le monde en parle, mais je sais pas, ça m'agaçait un peu que tout le monde en parle et j'étais un peu, je sais pas, la couverture, je trouve que c'est pas la plus belle image que la couverture du volume 1.
Bah même celle du deuxième, fondamentalement, c'est vrai que ça dessert un peu. Je trouve que ça voilà. Et du coup, j'avais pas eu trop la curiosité de chercher plus. Et là, je me suis dit bon, allez, ça suffit. Tu te lances. Il est temps de faire un focus dessus. L'occasion On se lance. fait de la rend. Et je suis pas déçue. Super. Comme quoi, n'écoutez pas vos préjugés. Don't judge a book by its cover. Littéralement. Exactement. Et donc, par contre, aussi, n'attendez pas que tout soit résolu à la fin du volume 2 parce que c'est pas le cas. Non, puis je crois qu'il y a écrit à suivre à la fin, de toute façon. Si je dis pas de bêtises. Et c'est cool. Oui, clairement. Bon, suspense, à voir si elle met... Enfin, j'allais dire, si elle met autant de temps à le faire, ça se trouve, elle l'a déjà commencé. Hein. Bah, entre les deux volumes, il y a quand même eu 7 ans, si je dis pas de bêtises. Donc, ouais, c'est ça, ouais. Bon, on verra. Dans tous les cas, c'était moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Et on vous invite bien évidemment à le lire après ces petits avis dithyrambiques. On va pouvoir passer à la partie suivante de l'émission. Avant d'aborder le sujet du All Bull, petite page de publicité again. Cette fois pour vous parler du Patreon. Donc le Patreon, c'est un système d'abonnement qui vous permet de nous soutenir pour la somme que vous avez décidée tous les mois avec des avantages divers et variés, on va dire, selon ce que vous souhaitez nous verser. Ça nous permet tout simplement de veiller à payer le loyer, remplacer le matériel qui pourrait être défectueux, comme cette magnifique bonnette jaune que j'utilise aujourd'hui qui est fendue en deux. Mais je la garde parce qu'elle est jaune. Voilà, ce genre de choses. Et bref, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur la page. Donc c'est patreon.com/vaisseau hypersensas, puisque bien évidemment c'est pour le label en entier et pas uniquement Comics Outcast. Donc en plus vous permettez à des productions peut-être plus petites de peut-être bénéficier d'un matériel nouveau ou d'un truc comme ça. Donc le partage quoi. Très bien, on va pouvoir aborder le sujet du Hors les Bulles qui moi me motivait pas du tout, donc j'étais très contente. T'aimes pas Pingu? Alors si, j'adore Pingu. Mais je n'aime pas la proposition faite par le sujet de ce soir, qui est donc le Pingouin saison 1. Le papa pingouin, non. Ça y est, on va l'avoir dans la tête. XT, peux-tu nous en parler? Note. Pardon, je reprends mon rôle principal, pardon. Donc oui, parlons du Pingouin. Une série HBO de 8 épisodes. Ils font une durée entre 45 minutes et 1h, 1h10, je sais plus, dans ces eaux-là, que vous aurez peut-être déjà vu. Le Pingouin, du coup, c'est une suite directe, c'est-à-dire que ça se passe, je crois que c'est une semaine après les événements du film The Batman. Donc sans dire que vous avez besoin d'avoir un film The Batman, vous y retrouverez quand même la base de ce pourquoi de la série, le contexte de base de la série, dire que Gotham a complètement été inondé. Si vous ne savez pas la raison de ça, je vous laisse regarder le film qui répondra à cette question-là mieux que moi et qui passerait certainement un meilleur moment. Et donc, à tes souhaits. Pardon. Et du coup, vous aurez aussi retrouvé les mêmes acteurs qui étaient dans le film, c'est-à-dire Colin Farrell, que vous avez déjà pu rencontrer dans Les Banshees d'Inisherin, Bon baiser de Bruges ou encore Daredevil. Oh non. C'était une mauvaise période. On a fait tous des erreurs. Mais grand acteur s'il en est, regardez tous Bon baiser de Bruges, c'est super. Et vous trouverez aussi pas tout à fait une petite nouvelle dans l'histoire, parce que ça serait faux, mais pour autant une actrice que vous avez déjà pu voir ailleurs, que vous pourriez appeler, spoiler, la maman dans How I Met Your Mother. Vous avez pu aussi voir dans la série Fargo ou encore d'autres séries. Elle a été beaucoup plus prolifique en question de série qu'en film. Je parle de Christine Milioti. Je vous préciserai quel rôle elle tient plus tard, mais en gros, elle joue la fille de Falcone, qui n'existe pas d'ailleurs, un personnage que, à ma connaissance, n'existe pas dans le comics de cette manière-là en tout cas. Peut-être une bêtise. Donc de quoi que ça nous parle, on va suivre. La série s'appelle donc Le Pingouin, donc évidemment on va suivre Nout. Les quartiers de Gotham sont détruits, c'est le bazar. Hashtag inondation, hashtag bazar, hashtag la ville est toute détruite. Le Pingouin n'est qu'un goon à la solde des Falcons, mais en même temps la mort de Kevin Falcon, le parrain
de la famille, rabat un peu les cartes politiques et des confrontations entre familles mafieuses, dont les Maroni. Et dans ce marasme et ces incertitudes, le pingouin se dit qu'il a une carte à jouer. Falconet, il a un fils. Son fils est, pour ainsi dire, que vous pouvez voir de jouer dans Mrs. Maisel, au passage, pour ceux qui suivent la série Mrs. Maisel. J'ai plus le nom de son fils d'ailleurs. Qui va du coup, tout simplement, alors spoiler du premier épisode, vous m'excuserez, le buter. Sinon, on va pas aller bien loin si je pars pas au minimum de ça. Donc il va tuer le fils et c'est va partir de la base de tout ce qui va se passer pour la suite dans ces complots politiques et complots mafieux qui vont se dérouler. Sauf que Falcon, il avait quand même aussi une fille. Une fille qui était à l'asile d'Arkham, donc la fameuse personnage qui était jouée par Christine Milioti, qui du coup, elle aussi récupérait bien les mains de la famille, les mains en tout cas les rênes de la famille pour gérer une famille mafieuse, quoi, tout à fait. Et donc, sauf qu'elle, elle aimait profondément son frère, très profondément, et ça la touche beaucoup, la mort de son frère, qui était une des rares personnes à lui avoir montré de l'affection jusqu'au bout. Parce que Sophia Falcon, si elle était à Arkham, c'était pour de bonnes raisons ou pas. En tout cas, certainement pas des raisons qui sont pas du tout politiques. Non. En tout cas, ce teasing. Ce gros teasing, je n'en dis pas plus parce qu'évidemment, cela se concentre sur un super épisode de la série, je tiens à insister là-dessus, qui est peut-être le meilleur épisode de la saison, qui dure une seule saison d'ailleurs, la série. Pas de raison d'avoir une deuxième. Qui va suivre en fait toute son histoire de comment elle est arrivée là et comment elle est arrivée à Arkham et comment elle est arrivée aujourd'hui, ce qui se passe dans la série. Et donc le pingouin au milieu de ça se trouve à vouloir faire un jeu de dupe, un jeu de pouvoir entre les différentes familles parce que les Maroni eux sont aussi un peu, le parrain il est enfermé, l'autre famille c'est le bazar pour qui prend le pouvoir, donc lui il a clairement sa carte à jouer pour manipuler qui de droit pour prendre le pouvoir. Évidemment, notre petit gars, pas trop parce que Colin Farrell est plutôt grand, et puis là ils l'ont mis dans un fat suit pour être un peu costaud et bien maquillé. Vaut mieux être accompagné de quelques gars quand même, donc il se retrouve quelques goons avec lui, et surtout il se retrouve avec un petit gars qui s'appelle sous le nom de Victor Aguilar, et vous m'excuserez, je n'ai pas noté le nom de l'acteur. C'est Renzi Feliz, moi j'ai noté. Merci. On connaissait pas avant, je pense. Tout à fait, ouais. Et qui se retrouve donc du coup à être le sidekick du pingouin, qui devient son chauffeur. Lui, ce petit garçon, ce jeune garçon de 16 ans, quelque chose comme ça, se retrouve à être embêté parce que lui, s'il se retrouve aussi à essayer de voler des voitures, dont celle du pingouin, qui se fait attraper, c'est comme ça qu'il devient son pote, enfin son bras droit. C'est aussi parce que en fait, lui, sa famille était dans les inondations en fait de Gotham. Ils ont perdu leur appartement, et éventuellement des morts. Enfin bref. Gros bazar dans cette histoire-là, et lui se retrouve évidemment à la rue et faire ce qu'il peut pour survivre et pour gagner le peu d'argent qu'il peut gagner. Et le pingouin évidemment sera là pour lui dire: mais écoute, j'ai la vie facile pour toi, tu fais ça pour moi et tu vas gagner plein de thunes et tu vas voir. Et sauf qu'en fait, du coup, Vic se retrouve à devoir gérer le pingouin, certes, et de faire ses petites besognes, faire des manipulations de preuves, quelques basses besognes pour essayer de manipuler ses familles. L'aider à se débarrasser de cadavres. Voilà, par exemple. Et mais aussi, ça va être le personnage vers qui le pingouin, grâce à lui, nous sera la porte vers l'humanité du pingouin, vers son personnage, vers ses sentiments. C'est le peu qu'il lui reste. En fait, ça sera son ouverture. Et nous, en fait, on est un petit peu, au début de la série, on est un peu sous son œil à lui. Enfin, on est un peu porté par son regard à ce jeune garçon, pour découvrir ce personnage du pingouin et découvrir sa relation avec la mamma, qui est une relation évidemment un peu très stéréotypée évidemment à l'italienne de la mère qui est très importante dans une famille avec le fils à maman. C'est un peu stéréotypé de ce côté, mais pour autant c'est quand même plutôt bien écrit. Et cette relation mère-fils va se développer tout au long de la série jusqu'à la fin. Et sera beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait le croire, et on voit bien que la mère a un ressentiment pour son fils dont on ne comprendra les tenants et les aboutissants que beaucoup plus tard. Et il y a toute une relation un peu curieuse entre eux qui se développe, et lui, Vic, il va s'occuper de sa mère pendant que le pingouin va faire certaines basses besognes. Enfin, en gros, il va faire toutes ces petites tâches au pingouin, et c'est aussi via lui qu'on comprendra un peu mieux le personnage de la mère, etc.
Donc ça, c'est un peu le plot de départ. Je vais pas trop en dire parce que sinon, je vais commencer à regarder toute la série. Il n'y a aucun intérêt. Mais c'est pour montrer à peu près les enjeux qu'il y a de chaque côté entre le côté familial du pingouin, les côtés mafieux, etc. C'est les grands enjeux à avoir en tête et la famille Falcon de comment on gère un personnage comme ça. Donc dans la série, il fait quand même rayonner 2 personnages principaux. On va parler donc de Colin Farrell, en effet, qui joue le pingouin, qui... malgré derrière son maquillage, etc., aura un super jeu d'acteur. Mais surtout, la série fait la part belle à un personnage de Sophia Falcon, qui est incroyable dans son rôle, qui a eu l'opportunité de pouvoir se donner à 100%. Elle a un rôle aussi, le rôle lui donne l'opportunité de jouer quelque chose de très intéressant, des personnages qui... Un peu comme... un peu ces personnages qui n'ont pas plusieurs personnalités, mais presque, en fait, qui ont l'opportunité de jouer des rôles de personnages un peu excentriques, mais aussi des personnages très sérieux. Et donc il y a un panel de jeux qui s'offre pour les acteurs qui est assez large et qui doit rendre la chose fascinante. Et du coup, pour les acteurs qui sont doués comme elle, donne ton truc à fond, quoi. Ouais, non, mais ils sont clairement pas là juste pour encaisser l'échec. Enfin, je trouve qu'il y a un... Ils se font plaisir. Ouais. On sent que vraiment ils sont investis, ils sont dans les rôles, que... Enfin, sur la qualité même de la prod et tout, enfin, c'est hyper propre quoi, comme propre. série. Ouais. C'est très très beau. Petite anecdote, je crois que le mot Batman n'est jamais prononcé de la série. Donc si vous n'aimez pas Batman, ça ne sera pas un problème. Pourquoi vous me regardez? Je comprends pas. Et si vous n'aimez pas les trucs de mafieux, ne regardez pas non plus. Ouais, par contre, c'est vraiment une série de gangsters quoi. Ouais, clairement. Ouais. Il y a vraiment, alors, certains le comparent aux Sopranos, à certaines limites, un petit peu. Il y a un lien de parenté un peu lointain, mais il y a un peu de l'idée. C'est parce qu'on a la vie quotidienne du gangster quoi. C'est ça, mais c'est quand même très différent dans l'angle approché. Mais c'est à peu près ça l'angle à prendre, et reste quand même très mafieux. Du coup, c'était plutôt très bien. Je dirais pas que c'était incroyable, je dirais pas que c'était jamais vu, je dirais pas que c'était complètement fou, loin de là, mais c'était très bien, ce qui est déjà pas mal. Vu le nombre de séries qu'il y a, le nombre de la production qui sont toujours un peu particulières, les idées qui se renouvellent pas forcément plus ou moins, il y a un vrai travail au global sur tous les personnages. On sent qu'ils font les efforts nécessaires pour, qu'il y a le budget, qu'il y a de l'idée, et qui vont pas chercher à faire une deuxième saison en tout cas. Moi, je reproche certains plot points un peu trop faciles, parce que dès le premier épisode, je savais ce qui allait arriver à certains personnages. Dès le début, je fais ok, lui il va se passer ça, à la fin c'est comme ça, parce qu'il faut que enfin bref, en fait, la diégèse de Batman fait qu'en fait ça pouvait pas trop se passer autrement, et donc c'était pas, pour ça je me dis bon tant pis, je fais mon deuil là-dessus, mais pour le reste il y a plein de choses intéressantes. Du coup j'ai plutôt passé un bon moment, même si bon c'est pas une série trop joyeuse. Un truc, vu que ça dure que 8 épisodes, c'est aussi assez condensé, c'est-à-dire que les événements vont assez vite, et c'est tant mieux. Ça va pas, vous n'allez pas regarder un épisode pour vous dire je vais regarder ça pour rien. Oui, il n'y a pas des épisodes filler. Il n'y a clairement pas de filler, ouais. et du coup, ouais, un bon petit plaisir de mon côté. Ok, Lulu. Alors, moi, donc j'aime bien Batman, mais j'aime pas trop les séries de gangsters. Enfin, j'aime pas trop quand on va essayer d'humaniser les gangsters et tout ça, ou de glamouriser. Bon là, il est pas glamourisé, hein, mais ça, je suis toujours un peu réticente. Et je suis toujours un peu réticente aussi aux histoires où il y a que des personnages antipathiques. Ouais. C'est-à-dire que j'ai toujours besoin de pouvoir m'identifier à un des personnages pour pouvoir trouver de l'intérêt à une histoire. Et là, le personnage de Victor, donc, qui joue finalement un peu l'assistant personnel de Oz, le pingouin, donc qui ne se fait pas encore appeler le pingouin en fait à ce moment-là. Enfin, je sais pas si, moi j'ai vu que 3 épisodes, je sais pas s'il y a l'origine du nom qui apparaît ou pas. L'origine du nom du... Pourquoi on l'appelle on se met à la... je suis pas sûr. Parce que c'est pas... Oui, si, un monstre, un petit peu. Mais... donc le personnage de Vic pouvait être cet ancrage un peu, mais je trouve que dans les 2 premiers épisodes, même s'il a un rôle assez important, finalement, je sais pas, j'étais un peu frustrée et j'arrivais pas à trouver un point d'entrée qui allait vraiment m'accrocher dans la série.
Et dans l'épisode 3, ça change un peu puisqu'on a un flashback justement donc, sur l'inondation donc, qui a été provoquée par The Riddler dans The Batman. Donc on voit les conséquences pour les gens, les habitants de Gotham, et notamment les habitants des quartiers les plus pauvres, donc, qui étaient sous le niveau de la mer. Et donc notamment la famille de Vic, qui, il me semble, disparaît dans les flots, est noyée. Et donc là, on commence à trouver un peu d'ampleur émotionnelle qui était un peu étouffée par juste les histoires de gangsters et de gens qui tuent d'autres personnes sans trop se poser de questions. Donc ça commence vraiment à m'accrocher là à l'épisode 3 et je n'en ai vu que 3, donc je vais continuer à regarder. Mais ça n'empêche que je vois la très grande qualité de la série, c'est très beau. Il n'y a pas de saut qualitatif. The Batman de Matt Reeves, là, qui était sorti en 2022, c'était aussi très très léché du point de vue de l'image. Je ne sais pas si tu l'as vu, Lux, du coup. Non, parce que c'est The Batman. Mais voilà, c'était cinématographiquement, c'était vraiment chouette. Et là, je trouve que la série continue vraiment à mettre de l'importance sur la prod. C'est très bien écrit, le casting est vraiment fou, comme l'a dit XT. Donc vraiment, c'est très 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 qualitatif, et donc je m'attends maintenant que je suis un peu plus accrochée à en plus apprécier l'intrigue autant que j'apprécie l'emballage, disons. Voilà, donc plutôt une bonne surprise cette production HBO dans le monde de Batman, mais qui ne fait pas partie du DCU, si j'ai bien... J'ai pas l'impression, non. Ça fait pas partie, non. Ouais. Ça fait pas, non. Donc... En tout cas, ça sera pas canon dans l'univers préparé par James Gunn actuellement. Non. Bon, on verra bien. Bon, en tout cas, c'est plutôt enthousiasmant, vos retours. Bon, c'est pas pour ça que je regarderai. Mais non, blague à part, je m'attendais pas à autant de... Enfin, vous avez parlé de choses que je ne m'attendais pas forcément à trouver dans cette série. Et ça peut être intéressant, effectivement. Donc, à rappeler que HBO aux États-Unis, en France, c'est diffusé sur Max. Max, ouais. Voilà. Non, pas chez moi. Tu t'appelles pas Max, tu t'appelles XT. Ah oui, c'est vrai, pardon. Très bien. Quelque chose à rajouter ? Non. Très bien. Eh ben, regardez Le Pingouin si vous le pouvez. Donc, on rappelle 8 épisodes de moins d'une heure, généralement. Voilà. On va pouvoir passer à la conclusion de cet épisode. Déjà ? Bah, ça va super vite quand on n'est que 3. Hein. Ouais. On passe moins de temps à se bouffer le nez et du coup, on gagne du temps. Ouais, les désaccords se font qu'entre deux, vu qu'on était pas trop, vu qu'on était assez d'accord. On était assez raccord. Ouais. Oh là là, Ouais. le petit épisode pépère. On Voilà. aurait dû venir en pyjama avec des pilou-pilou. Ah, J'avoue, ça aurait été bien, ouais. Ouais, faudrait qu'on y pense pour la prochaine fois. Pour une fois, on enregistrera chez moi, comme soirée ça. pyjama, Comics Outcast. Pyjama raclette. Pyjama raclette. Oh, Ah, ouais. incroyable ce concept d'émission. Je vote direct. Bref. XT, Lulu, un grand merci pour avoir enrichi cette émission de vos connaissances, de vos lectures, de vos avis et de votre présence, bien évidemment. Oh. Merci à toi. XT, peut-on te retrouver quelque part ? Sur Blue Sky, quand Ouais. je sais pas, de temps en temps, et sur le Discord, et puis comme d'habitude au travail. On va éviter de te suivre à ton travail quand même. Parce que c'est pas... T'attendre la sortie. Ouais, moi, je sais pas si c'est forcément mieux, tu vois. Alors, je travaille chez moi, donc Soit on s'est introduit dans les... Ah ouais, en plus. Ouais, non, là, On attend, on ça va chez devient moi. carrément chelou, là. Bref, stalking. totalement. Et toi, Lulu, où peut-on te retrouver ? Écoute, plus sur X puisque j'ai supprimé mon compte, pas sur Blue Sky parce que voilà, j'ai pas fait le transfert, mais de temps en temps sur le Discord où je drop des emojis un peu cachés quelque et je pose des questions intempestives. Mais ouais, sinon toujours en PLS à mon bureau à corriger des copies. Voilà, Ah c'est là un là. peu le running gag. Vivement les vacances. Ouais. Voilà. Et quant à moi, je suis Luxbox. Vous pouvez me retrouver sur absolument tous les réseaux sociaux. Sauf X, du coup. Enfin, techniquement, j'y suis toujours, mais Mais qui est plus comme. j'y suis plus, effectivement. Et c'était un vrai plaisir de présenter cette émission avec vous, chers auditeurs, chères auditrices. Bonne journée, bonne soirée, bonne lecture et à bientôt.
Salut. Et bonne année, puisqu'on est en 2025. Ah oui, bonne année. Ah non. putain, bonne Ah année. non. Bah si, on est Si, si, ça diffusé sera après les vacances de Noël. Ah, c'est ça qu'on a dit finalement. Je crois. Bonne non année. Bon, Bonne année. joyeuses fêtes. Meilleurs vœux pour 2025, qu'elle vous soit couverte de bouquins. Et gros bisous. Bisous, bisous. Ciao. Fin de transmission.